Bonjour, merci d'être là. Je serai très court, tout simplement parce que l'essentiel, dans ces cas, c'est toujours le témoignage direct de ceux qui ont subi l'oppression et qu'on entendra tout à l'heure. Moi, j'aurais à dire deux choses. La première, c'est que ça correspond à quoi, ce qui se passe actuellement en Russie? Ça correspond à des méthodes d'intimidation. Il n'y a pas de répression de masse, sauf en Tchétchénie, où là c'est une intimidation où l'on prend un petit peuple pour faire un exemple et dire aux autres, c'est-à-dire à tous les Russes, voilà ce qui se passe quand vous n'obéissez pas aux ordres du Kremlin. Et là, c'est un exemple absolument affreux. Quand on pense que Picasso a peint Guernica, eh bien, personne n'a peint, parce que ce n'est pas peignable, probablement. La destruction de Grozny, 450 000 habitants, première ville détruite par une armée européenne, rasée depuis Varsovie 1944, rasée par Hitler. Mais tout n'est pas à cette énorme échelle de cruauté. Il y a des choses qui sont cas par cas. Et alors on prend un homme d'affaires et on en fait un exemple. On prend une journaliste et on en fait un exemple. On prend un ancien du KGB et on le fait mourir sous les feux de la rampe, dans des conditions absolument abominables, à Londres. Donc là, vous avez des crimes qui ont ceci d'assez particulier, c'est que ce sont des crimes en pleine lumière. Alors ça sert à quoi? Ça sert à intimider systématiquement l'ensemble des gens qui pourraient parler, qui pourraient raisonner, qui pourraient dire la vérité en Russie. Alors les journalistes, pensez à Anna Politkovskaya, les anciens du KGB, vous avez vu Litvinenko, et les capitalistes, les oligarques, vous voyez, Khodorkovsky en Sibérie. Et si il compte en sortir, on va lui faire un nouveau procès, comme ça, ce sera bien clair qu'il doit crever en prison. Et c'est cette méthode d'intimidation qui est actuellement à l'œuvre et qui, en un sens, réussit. Parce que la Russie a vécu des choses abominables pendant 70 ans et qu'il y a des vieux réflexes d'autocensure, de peur, qui sont réveillés et qui sont systématiquement réveillés par des attentats qualitatifs. Je pense par exemple à Trepashkin, qui est avocat, qui s'occupait des 300 morts dans les immeubles de Moscou, ce qui a donné l'occasion et l'alibi pour le déclenchement de la Seconde Guerre de Tchétchénie, et Trepashkin, qui est un ancien du FSB, est en prison et est dans une situation de maladie, de tuberculose, extrêmement grave. Donc, vous avez ce type d'agression qualitative qui vise à faire taire la société russe. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en face de ça? Eh bien, effectivement, c'est de ne pas se taire, c'est de ne pas oublier, c'est d'expliquer. Après tout, il y a eu, jadis, des procès qui avaient comme but aussi d'intimider. Je pense au fameux procès sur l'incendie du Reichstag, attribué à Dimitrov, et ce procès a fait tellement de bruit qu'il n'a pas intimidé, qu'il a au contraire réveillé les consciences. Je trouve très bien ce qu'on fait là ce soir, je trouve très bien ce que fait la municipalité de Paris, je trouverais encore mieux s'il y avait une rue de Paris qui soit consacrée, avec le nom, à Anna Politkovskaya, si possible même dans le 16e arrondissement, là, il y a une ambassade qui
va en profiter. Je pense aussi, quand même, qu'il faut se dire qu'il y a là des êtres complètement solitaires, dans une solitude mondiale. Et, excusez-moi, je vais parler un tout petit peu de Khodorkovsky, parce que c'est un oligarque à l'origine. Il est donc riche, et les hommes de plume et les hommes d'argent, ça ne va pas toujours ensemble. Mais là, je crois que c'est beaucoup plus qu'il faut comprendre ce que nous disent Mémorial et d'autres organisations russes pour la défense des libertés, que c'est un prisonnier de conscience, comme on dit en Russie, et que c'est un prisonnier politique. Et alors, je vous donne l'exemple de Zakharov. Zakharov, c'est le père de la bombe russe. Khodorkovsky, c'est le père de la plus belle firme qui lui a été reprise de pétrole, Lukoil. Et c'est le même problème. Khodorkovsky aurait pu soit plier, comme la plupart des oligarques, soit se tirer vulgairement et s'installer à Londres. Il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait pourquoi? Parce qu'il était idiot? C'est vraiment pas le cas. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il risquait? Il savait évidemment, parce que tout le monde savait en Russie. Alors, ben, il a trouvé simplement que l'enjeu valait la peine qu'il allait risquer d'avoir. Il y a des gens comme ça qui pensent que la liberté, c'est plus important que la vie. Et dites-vous bien que si je compare à Zakharov, père de la bombe atomique, c'est qu'aujourd'hui, si Khodorkovsky avait gagné, eh bien, il n'y aurait pas de chantage au pétrole, les Ukrainiens n'auraient pas vu les robinets se fermer, les Géorgiens pareil. Et aujourd'hui, la force d'intimidation, de chantage, de dissuasion, si vous voulez, de Moscou et du Kremlin, c'est précisément l'arme du pétrole et du gaz. Et c'est là que Khodorkovsky a tenté de faire régner la transparence et les règles générales de gestion dans une civilisation relativement démocratique. Donc il s'est battu exactement au même endroit que Zakharov, le pouvoir dissuasif de chantage de la Russie, et c'est cela l'enjeu. Donc l'abandon dans lequel il est tenu, le fait que personne n'en parle, je trouve ça extrêmement grave. Ça prouve non pas notre sécheresse de cœur, mais notre petitesse de cervelle. Nous n'avons pas vu l'enjeu de la chose. Eh bien, dites-vous que la liberté, le droit de l'homme, les possibilités pour une opinion publique de s'exprimer dans des médias relativement libres, c'est absolument essentiel quand il s'agit de la Russie, parce que la Russie, c'est la deuxième puissance nucléaire, c'est le deuxième marchand d'armes du monde, et c'est la puissance pétrolière et gazière qui domine largement l'Europe actuellement. Donc ce n'est pas de l'idéalisme, le combat des simples consciences en Russie pour leur liberté, c'est aussi un combat pour la paix, comme on l'a dit, et c'est aussi un combat pour la sécurité de nos enfants. Dites-vous qu'à la frontière de l'Union européenne s'élève une sorte de pouvoir qui n'est plus contrôlé de l'intérieur et que personne n'essaye de contrôler de l'extérieur. Alors dites-vous qu'il ne s'agit pas uniquement des Russes, pas uniquement des Tchétchènes, mais qu'il s'agit de vos enfants. Merci.